La République démocratique du Congo, face à son destin sur le plan diplomatique, les lignes bougent et sur le plan du terrain, les lignes aussi sont en train de bouger pour en parler, comprendre ce que l'accord de Washington prévoit et pourquoi pas revenir aussi sur ce qui se passe en interne ici en République démocratique du Congo. Nous avons le plaisir de recevoir dans votre émission politiste aujourd'hui, Maître Bob Ngoyi, qui est déjà avec nous, qui fait son entrée. Monsieur Gaston, bonjour. Bonjour et très content de vous retrouver une fois de plus dans Policis. Le plaisir est pour moi. Bonjour le public. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Vous promettez que vous allez convaincre? On va s'efforcer. Merci beaucoup. Près des places. Merci. Voilà, on va commencer notre émission avec ce qui se passe dans notre pays sur le plan diplomatique et sur le plan militaire. Mais parlons d'abord sur le plan diplomatique. On va aller à Washington où les deux présidents, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, avaient entériné l'accord signé précédemment le 27 juin par les deux ministres des Affaires étrangères. C'était quoi déjà votre réaction? Bon, l'idée c'était d'apporter la paix. Je dirais même que l'idée, c'est d'apporter la paix en République démocratique du Congo. On ne peut pas vilipender le pouvoir à tout prix en lui disant que, bon voilà, vous êtes les méchants de l'histoire parce que vous aviez essayé d'apporter la paix en République démocratique du Congo. Ce qu'on peut faire, c'est d'analyser cet accord, de faire des propositions et des analyses concrète, objective sur cet accord de Washington pour voir dans quelle mesure, orienter peut-être par nos analyses, ceux qui peuvent aller dans les négociations. Bien sûr, aujourd'hui, la signature a déjà eu lieu. C'est un point de non-retour. Mais toujours est-il que nous pouvons essayer d'analyser l'essentiel de cet accord pour voir ce qu'il en est. Mais, pour répondre à votre question, j'ai été consterné. Consterné. Je n'ai pas été assez fier de cet accord. Il y a des côtés positifs là-dedans, mais il y a aussi des points importants que j'ai estimés comme étant négligés par les négociateurs. Ceci pose la question sur qui a négocié cet accord. Voilà le problème en République démocratique du Congo. On ne choisit pas la qualité. Il y a des cerveaux dans ce pays. Il y a des gens qui sont... Vous pensez qu'il y a des gens qui ne devaient pas être dans la délégation qui ont favorisé à l'écriture de cet accord? J'estime que pour le côté de la République démocratique du Congo, il y a des gens qui nous ont représentés, qui n'étaient pas forcément en mesure ou à la hauteur de ces négociations. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. Monsieur André Ouamesso, qui était presque l'un des porte-étendards de ces négociations, qui est l'actuel gouverneur de la Banque centrale. Oui. Lui, il est apolitique. Il ne pouvait pas se retrouver dans ce genre d'activité. C'était une parenthèse. On a dit quand on il est à était la là-bas banque... plus pour des questions économiques. Non, mais là, il ne parlait pas des questions économiques. Il parlait des questions sécuritaires. L'accord avait un côté économique, mais la négociation était d'abord globale. Lui, en tant qu'à l'époque en tant que directeur adjoint du chef de l'État, était allé là-bas pour négocier, qu'on se le dise. Lui-même est économiste. Lui-même est politique, puis c'est directeur de cabinet. Lui-même est internationaliste. Lui-même, mais finalement, M. André Ouamesso, vous êtes intelligent, on ne dit pas, on ne remet pas vos capacités en cours, mais on ne peut pas être fort en tout. Il y a des spécialistes dans ce pays qui pouvaient bien discuter de cette question. Quand on part dans les négociations, j'ai toujours reproché à la République démocratique du Congo un manque d'une politique diplomatique claire. On part dans la diplomatie sans avoir une politique connue. Voyez les Russes. Depuis le début du conflit, ils ont eu une position qu'ils gardent jusqu'aujourd'hui. Et cette position n'a pas changé. Si vous revenez dans des discours, même avant Poutine, vous verrez que c'était un discours cohérent. L'OTAN ne doit pas se rapprocher de nos frontières. Donc il y a déjà une politique connue. Mais ce n'est pas le cas chez nous en République démocratique du Congo.
C'est tel président qui va venir, qui va changer, qui va le faire au gré du vent. Tantôt c'est à Doha, tantôt c'est Washington. On fait tantôt c'est Nairobi. Une politique d'essai-erreur. On ne sait pas ce qu'on recherche. Conséquence, les éléments phares n'ont pas été respectés. Par exemple, entrons dans le vif du sujet. Dans cet accord, quels sont les points qui vous semblent ne pas être en faveur de la République de Congo? Non, mais le point le plus populaire, aujourd'hui, c'était en l'avantage de la République démocratique du Congo, et ça, on félicite toujours les chefs de l'État pour ça, qui dénonçaient, à qui voulait l'entendre, le Rwanda comme étant le pays agresseur. Aujourd'hui, c'est la République démocratique du Congo. On parle partout de ça. L'ONU, conscient de cette campagne du président de la République, des diabolisations à juste titre de Kagame, comme étant l'agresseur principal de la RDC, avait marché, puisque nous avons vu des sanctions tomber sur la tête de Kagame. Nous avons vu que ce soit l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Angleterre qui était l'un des financiers de cette rébellion du Rwanda, stopper des financements au Rwanda. C'était grâce à la politique mise en place par la République démocratique du Congo qui tendait à diaboliser le Rwanda et tout le monde en parlait. C'est tout le monde. On commençait même à s'attaquer à Visite Rwanda sur les insignes des... Vous voyez à quel niveau on avait... Vous voyez le niveau que nous avions atteint? C'était très bien. On avait mis Kagame très mal à l'aise. Il y a même le numéro 2 du Rwanda qui s'est vu être sanctionné par l'Amérique. Oui. James Kabarebe. Vous voyez, nous avions déjà atteint pire. Pour consolider encore ce que j'ai dit, nous avions obtenu la fameuse résolution 2773 qui condamnait le Rwanda comme étant pays agresseur. On devait s'appuyer sur ça. Mais c'était la meilleure chose. On condamnait le Rwanda comme étant le pays agresseur de la République démocratique du Congo et on obligeait à ce Rwanda de quitter le territoire congolais sans condition. Il n'y avait pas de condition. Donc, monsieur Rwanda, tu n'as pas le droit d'être au Congo. Tu dois quitter les territoires congolais. Mais c'était tout ce qu'il y avait de mieux. Aujourd'hui, on a laissé tout ça avec tout ce que nous avons dit. Avec la mauvaise posture du Rwanda qui voyait son image internationale être salie. Le Rwanda nous parle... Et on part finalement vers une position avec l'accord. Que dit cet accord? Cet accord... Parle de la souveraineté. Cet accord dit que le Rwanda doit lever d'abord des mesures défensives. Mais écoutez, qu'est-ce que vous appelez mesures défensives? Mais ça a été endossé par la partie de la République démocratique. Mais c'est ça le problème. Pourquoi? Aux négociations. Non mais écoutez, mesures défensives, c'est un langage diplomatique. Favorable au Rwanda, mais défavorable à nous. Ils vont nous dire, oui, quand on part dans une négociation... On ne devait pas endosser ça. Mais est-ce que c'est à notre avantage de dire que le Rwandais... Est-ce que le Rwandais, nous, Congolais, en quoi... Il y a des mesures défensives lorsque un pays voisin, par exemple, veut agresser un autre pays. Cet autre pays peut mettre des mesures défensives pour se protéger. C'est-à-dire mettre à l'avance une protection oui, mais comment le pour Rwanda protéger son territoire. Comment le Rwanda peut mettre ses mesures défensives dans notre pays? Mais c'est même ça la question. Et dans cet accord, on a dit que le Rwanda ne nous agresse pas. Le Rwanda a mis des mesures défensives pour se protéger. Contre qui? Contre les FDLR. Est-ce que les FDLR ont-ils déjà tiré une seule balle au Rwanda? Mais ça, c'était la délégation congolaise des... Mais c'est pour ça que j'ai évoqué ici le fait que la délégation congolaise, ceux qui sont allés nous représenter, ont-ils la capacité de le faire? Pour vous, ils ont échoué. Mais écoutez, cette disposition est grave. Parce qu'aujourd'hui, vous savez ce qui se passe? C'est que le Rwanda dit dans cet accord, il est dit dans cet accord, qu'avant de pouvoir lever ces mesures défensives, il faudra qu'on puisse combattre. Mais les FDLR, vous allez les combattre comment? Et ils sont où? Ils sont dans les zones non contrôlées par la République démocratique du Congo. Et qui les a identifiés? Qui les a identifiés? À quel niveau aujourd'hui se trouvent ces gens? Comment on va faire? Oh, on va mettre une équipe conjointe. Écoutez, on va mettre une équipe conjointe pour arriver à quel résultat? Donc vous croyez en la bonne volonté du Rwanda pour vous dire que oui, on estime qu'il n'y a plus de problèmes chez vous? On estime qu'il n'y a plus de FDLR chez vous? Parce que tant que les Rwandais estimeront que chez nous il y a encore des FDLR, on ne va pas avancer. Ils ne vont pas lever des mesures défensives chez nous. Donc, alors, conséquence, aujourd'hui, on est parti d'une position favorable de la résolution 2773 qui demandait aux Rwandais de se retirer de notre territoire sans condition, puisque un pays ne peut pas agresser un autre pays selon la charte des Nations Unies, sans l'autorisation des Nations Unies. Et ici, on part vers un accord qui blanchit les Rwandais. Les Rwandais qui jusqu'ici étaient vus... selon vous, hein. Oui, non, c'est pas selon moi. Les Rwandais, dans cet accord, à quel moment on a dit que c'est le pays agresse la République démocratique du Congo? Nulle part.
Et si nous, dans un accord que nous avons signé, nous disons à l'intérieur que le Rwanda n'est pas un pays agresseur, mais est un pays qui a mis des mesures défensives pour se protéger, est-il encore agresseur? Non! Est-ce que la République démocratique du Congo n'a pas endossé ce que voulait le Rwanda en position de faiblesse? Parce qu'on sait qu'il y a une partie de la République démocratique du Congo qui est sous l'emprise de rebelles. Non, mais il faudrait qu'on soit clair. Aujourd'hui, le Rwanda était en mauvaise posture. Le Rwanda, moi je crois, le Rwanda était un peu plus malin que nous. Pourquoi? Un peu plus malin que la République démocratique du Congo. Pourquoi? Je ne dirais pas malin, parce que ce qu'ils font, je ne soutiens pas. Je dirais un peu plus rusé. C'est le mot qu'il faut. Oui. Ils ont usé d'une ruse à quel niveau? Ils se sont dit, signer l'accord avec la République démocratique du Congo, à la base, n'était pas une bonne chose pour eux. Bon, ils ont essayé finalement de placer des conditions qui devaient permettre à ce que ce soit favorable pour eux. Premièrement, vous vous souviendrez qu'en Angola, on avait déjà finalisé un accord avec le Rwanda. Et le jour de la signature, il n'était pas venu. Le jour de la signature, le président Tshisekedi était venu, mais Kagame n'était pas venu. Puisqu'il savait qu'il y a de ces concepts qui ne passeraient pas, parce que M. João Lourenço de l'Angola connaît bien la situation ici dans notre pays. Il connaît bien la situation de la sous-région et que le mot mesures défensives, des choses comme ça, ne pouvait pas passer avec l'Angola. Ainsi, Kagame, en dernière minute, trouve des prétextes. Oh non, il faut d'abord qu'on trouve un accord avec le M23. Il fouille. On va à Doha. C'était la même chose. Et finalement, on finit à Washington. Il nous a amenés dans un terrain d'un monsieur, Donald Trump, qui voulait des minerais, d'un monsieur, Donald Trump, qui ne maîtrise pas la situation en République démocratique du Congo. Et il dit même qu'il a fini la guerre. Pour lui, la guerre est finie. Pour lui, la guerre est finie. Mais pendant ce temps, et vous imaginez l'humiliation, le lendemain, pendant que l'accord s'est signé, à l'est de la République démocratique du Congo, ça tirait dans tous les sens. Or, au départ, le pouvoir nous avait dit ceci, que nous allons vers Donald Trump pour que ce dernier, en échange de notre richesse, mette fin à la rébellion. Ce n'était pas tout ce qu'on vient de nous sortir après. L'idée, c'était qu'on ne signe pas, qu'on n'avance pas, tant que la guerre en République démocratique du Congo n'est pas terminée. Est-ce que c'est le cas? Il semble-t-il qu'avant l'entérinement de cet accord par le président de la République, la partie congolaise voulait que le Rwanda puisse d'abord se retirer du territoire congolais avant l'entérinement par le président de la République. Oui, mais ici, il y a un problème. On nous chante que oui, quand on va dans un accord, il faut savoir concéder. Il ne faut pas concéder les choses importantes. Il y a des concessions sur des choses non importantes. Concéder vos histoires, même sur les accords de libre-échange, concéder. Mais pas sur une question aussi importante. Parce que chez nous, je suppose qu'ici, on demande à tous les opposants et à tout le monde de condamner le Rwanda. Je vois qu'on condamne Moïse Katumbi, le pouvoir condamne Moïse Katumbi et les autres, parce que simplement, il ne dit pas clairement que le Rwanda nous a agressés. Mais maintenant, vous-même, vous partez à Washington. Vous négociez une histoire où vous ne dites pas que le Rwanda est notre pays agresseur. Qu'est-ce que vous allez reprocher aux autres? Donc vous ne le dites pas, les autres doivent le dire. Parce qu'il fallait passer par l'exemple. Dans l'accord, il devait être mentionné que le Rwanda agresse la République démocratique du Congo. C'est pas le cas. Le Rwanda devait se retirer. Ça devait figurer. Se retirer, mais écoutez, la Charte des Nations Unies est claire. Il fallait aller avec comme soubassement la résolution qui dit, mais un État n'a pas le droit de retrouver ses troupes sur un autre État sans l'autorisation des Nations Unies. Vous pensez que la République démocratique du Congo a, comment dirais-je, il a trop concédé? Je crois qu'on a concédé sur des choses sur lesquelles on ne devait pas concéder. Et le Rwanda? Il y a des éléments importants. La concession, oui, doit porter sur certaines questions. Mais il ne faut pas... Ici, le problème, c'est lequel? C'est qu'il ne faut pas concéder sur des choses qui peuvent rendre votre négociation nulle. Vous entendez Kagame dire déjà dès les débuts que, bon voilà, si l'accord ne marchait pas, ça ne sera pas la faute de M. Donald Trump. Oui, mais parce qu'il sait. Parce qu'il sait déjà qu'à la base, il ne respecte pas l'accord. Il sait qu'à la base, vous n'allez pas neutraliser les FDLR parce que vous n'avez même pas la maîtrise sur eux. Parce que le M23 est encore dans la partie est de votre pays, vous n'avez pas le pouvoir de mettre vos pieds là-bas. Mais comment vous allez arriver à neutraliser les FDLR? Et pour que les Rwandais puissent en retirer leurs troupes de notre sol, il faudrait qu'ils disent que oui, nous estimons qu'il n'y a plus de FDLR capables de menacer notre pays. Est-ce qu'il y a même des FDLR qui menacent le Rwanda, qu'on se le dise? Et la partie congolaise? Les FDLR
est constitué des anciens combattants. Je viens de lire, je viens d'être informé tout à l'heure, il y a 80 FDLR qui ont été livrés par la MONUSCO. Et ce sont des anciens combattants, des gens qui ont fui la guerre de l'époque. Ils ne peuvent même pas combattre. En quoi ils peuvent mettre en danger un papa, un vieillard là, qui ne sait même pas courir? Pensez-vous qu'on est tombé dans les pièges? Le Rwanda nous a piégés. Parce que le Rwanda savait où on allait. Vous savez, chez nous en RDC, nous n'avons pas la culture d'étudier l'adversaire en face. Il n'y a pas de sérieux quand on va dans les négociations. Vous voyez ce que faisaient les Rwandais et même les Américains. Moi, je crois que les Américains nous ont aussi piégés. Même eux aussi nous ont piégés. Mais écoutez, pour Donald Trump, que dit Donald Trump? Ces gens sont venus chez moi me supplier de me donner leurs minéraux pour qu'ils signent un accord entre les deux pays. C'est pas ce qu'on nous a dit. Pour lui, c'était la signature d'un accord en échange de minéraux. Mais aujourd'hui, qu'on se le dise. Très versatile. Qu'on se le dise aujourd'hui. Nous, on est allé vers Trump, c'est pas ce que le pouvoir nous a dit. On a dit sécurité, minéraux. C'est ce qu'on nous a dit. On n'avait pas besoin que Donald Trump vienne investir chez nous. Il pouvait bien venir comme investisseur, mais ce n'était pas ça le deal. Le deal, c'était minéraux, chasse-nous les Rwandais de chez nous. Ce n'est pas ça qui se passe. Donald Trump commence à nous demander, oui, voyez un peu comment vous allez négocier avec des gens qui ont été qualifiés par nous comme étant pantins et les bras armés du Rwanda. Bon, maintenant, quel est le travail que Donald Trump a fait pour mériter de nos minéraux? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'on peut nous dire à quoi a servi la médiation de Donald Trump dans notre pays? Rien. Peut-être pour sa communication. Avec sa communication et avec ça... Donald Trump, lui, avec la communication, il s'est bat plus pour le prix Nobel de la paix. Et puis, je disais tout à l'heure ceci, que nous manquons du sérieux dans l'analyse des conflits. Qu'est-ce qui se passe chez nous? C'est que pendant que les Rwandais étudiaient comment on peut contrecarrer ces gens, quels sont leurs intérêts, les points où ils ne peuvent pas céder parce qu'ils savent que c'est en leur avantage, c'est lesquels? Comment on peut duper ces gens à ces niveaux? Je vous donne un exemple. Kagame a commencé à quelques jours avant la signature de l'accord, dire « Moi, je ne suis pas d'accord avec cet accord. Moi, je n'en veux pas. » Il a fait une conférence de presse. Hein. Oui. Moi, je n'en veux pas. C'est tout le monde ici, Patrick Mouyaya à gauche et les autres qui disent « Ah, vous voyez, le Rwanda, vous dites que notre accord n'est pas bon. Mais vous voyez comment Kagame est en train de pleurnicher. Il est en train de refuser cet accord. Mais Donald Trump va l'imposer de venir signer cet accord. Mais c'était un leurre. C'était une distraction. Et on nous a eu. Nous, ici, le débat était lequel? Cet accord n'est pas bon. La musique s'est levée pour pousser le pouvoir à ne pas arriver à signer. Qu'est-ce qu'il devait faire? Le pouvoir, trop imbu de lui, dit, ah, vous voyez, Bangoana, Bazolela. C'était faux. Vous voyez Kagame, lors de l'accord, entre la posture du président, rien qu'en partant de la posture de Kagame et du président Tshisekedi, qui semblait être plus favorable à la signature de cet accord? Malheureusement, je ne peux pas répondre à votre question. Je réponds à cette question-là. Oui, répondez vous-même. C'était clair. Oui. La réponse est évidente. Oui. La réponse est évidente. On voyait un Félix Tshisekedi frustré. On voyait un Félix Tshisekedi qui ne parvenait même pas à soulever l'accord. Non, mais comment il avait soulevé. À quel moment? Il avait soulevé. Quand il était seul. Donc vous voyez tout cela, ce sont des éléments. Ce sont des éléments qui montrent. Il y a eu Donald Trump et Kagame qui ont soulevé. Lui, il n'avait pas encore soulevé. C'est pas s'il cherchait la page. Mais tout ça, ça montre que, parce qu'il n'y avait pas assez de pages dedans. Je viens de signer, il me suffit de soulever et montrer. Soit le chef de l'État peut-être était désappointé sur le... Non, mais on peut aussi brandir l'accord sans l'ouvrir. On peut m'en dire, non mais les autres ont ouvert. On a vu aussi des photos des autres. Il s'agissait d'une preuve. On montre la signature, monsieur Gaston. Il s'agit de montrer la signature. Donc vous voyez, au regard de tout ça, que ici, les autres étudiaient la question. Comment on peut contrecarrer ces gens? Nous ici, on s'est disputé encore. Dialogue, que dit Martin Fayoulou, Kabila, il faut les condamner. Nous, on était dans les tralala. Pendant ces temps, les autres étudient. Comment on peut renverser ces gens? Et vous êtes surpris du résultat? Kagame nous a piégés. Et aujourd'hui, qui sont les perdants dans la signature de cet accord? La République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que nos minéraux sont bradés aujourd'hui. Sont bradés. Mais on n'a pas encore sont bradés pour quel résultat? On n'a pas encore la paix. Et Donald Trump dit qu'il y a déjà la calmie sur le terrain et il a déjà résolu la paix dans la... Aujourd'hui, Ouvira, on se retire d'Ouvira. On va revenir. Mais maître, comment comprenez-vous
comment comprenez-vous que le Washington puisse nous demander encore dans cet accord d'aller négocier à Doha avec le rebelle M23 AFC? Puisque ici, si on est d'accord que l'armée rwandaise est sur nos territoires, comment Washington nous renvoie encore à Doha pour parler avec le rebelle? vous avez tout compris. Je vais poser juste la question. Non, mais dans votre question, Oui. à mon avis, il y a déjà une réponse. Pourquoi? Parce que Rwanda, tu viens signer avec la République démocratique du Congo la paix. Le Rwanda se demande comment je vais arriver à justifier la présence de mes militaires sur les territoires congolais? Puisqu'après la signature, je suis censé les retirer. Il soulève une question, mesure défensive. Il nous embrouille dans tous les sens, on laisse passer cette histoire-là qui était très capitale. Je dirais même que il y a deux éléments phares, mesure défensive et FDLR. Eux, ils ont su nous faire écrire dans notre accord M23, négocier avec Doha, avec le M23. Mais nous, on n'a pas su dire au Rwanda parce que le FDLR n'est pas de notre faute. Le FDLR ne se trouve pas sur notre territoire par notre faute. Les FDLR, ce sont des Rwandais qui sont entrés sur les territoires congolais au moment où il y avait un génocide au Rwanda. Il y avait un conflit communautaire au Rwanda. C'est la communauté internationale qui nous a demandé de laisser certains Rwandais s'installer un petit peu chez nous. Ce sont ces Rwandais-là qui sont devenus des FDLR puisqu'ils étaient hostiles au pouvoir. Ils ont fui le Rwanda puisque les Tutsis, c'était des Hutus. Les Tutsis les ont chassés. Et maintenant, ici, aujourd'hui, le Rwanda veut mettre sur notre tête la responsabilité qui n'est pas de notre faute. Est-ce que nous avions invité? Mais c'est là que c'est même énervant. Eux, ils ont su nous démontrer qu'il faut respecter les FDLR. Il faut chasser les FDLR puisqu'ils sont en danger pour nous. Mais nous, on n'a pas su imposer dans cet accord que eux, les Rwandais qui arment, prouvés par tout le monde, les M23, ils devaient aussi tout faire pour retirer le M23 avant toute chose. Pourquoi le M23 a été cité dans l'accord, mais le FDLR dans un autre sens? Ils ont su nous faire accepter qu'il faut qu'on combatte ensemble les FDLR, qui leur sont hostiles, mais qui sont des Rwandais qui leur sont hostiles, mais ils ont tout fait pour que nous, on n'arrive pas à leur faire accepter qu'ensemble, on combatte le M23, qui sont aussi en majorité des Congolais et des Rwandais. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui tourne par rond? Pourquoi nous? Donc, vous, chez vous, vos Rwandais à vous, qui sont venus chez nous par pitié, à la demande de la communauté internationale, on doit d'abord les neutraliser pour que vous quittiez chez nous. Pendant ces temps, pendant que vous êtes chez nous, il est prouvé que vous armez certains rebelles de chez nous. Donc, les Congolais, vous avez le droit de discuter entre vous. Pourquoi est-ce qu'on a demandé à Kagame de dialoguer avec le FDLR? Pourquoi on ne l'a jamais fait? Mais le FDLR demande un dialogue au Rwanda. Pourquoi on n'en a pas parlé? Mais il n'y a que chez nous, donc les concessions doivent venir de chez nous. Voilà les problèmes. Quelle chance donnez-vous à Doha? Moi, je suis contre l'histoire des Doha. Vous êtes contre? Je suis contre ces dialogues des Doha. Je suis plutôt pour une discussion ensemble avec tous les Congolais. Vous pensez que Doha, ça sera égal à peut-être à Washington? Pourquoi est-ce qu'il faut aller discuter? Moi, je crois que Doha est une façon pour le pouvoir d'essayer d'éviter le dialogue en interne. Pourquoi? Parce que ce qui dérange le pouvoir en réalité, ce ne sont pas les marches de Kabound ici. Parce qu'ils ne parviennent même pas à marcher. L'opposition au pays a été matée. Ce qui dérange le pouvoir, c'est la guerre de l'Est. Alors le pouvoir a plus intérêt à finir cette guerre et régner en maître. Et il n'aura même plus besoin de dialoguer avec vous, les frères, vous allez vous taire à nouveau. Alors la conséquence, c'est quoi? Le pouvoir préfère ramener ces gens à Doha, discuter avec eux, espérant trouver un accord avec eux. Conséquence, quand on trouve un accord favorable au pouvoir, le pouvoir reste. Plus de dialogue, le pouvoir peut faire ce qu'il veut. Changer la constitution, aller dans tous les sens. Ça, c'est les calculs côté pouvoir. Ça, c'est les calculs côté pouvoir. Vouloir conforter le pouvoir. Parce que ce qui fragilise aujourd'hui le pouvoir, c'est la guerre de l'Est, qui est la menace. Ce ne sont pas vos marches de l'opposition pacifique ici. Voilà pourquoi le pouvoir banalise la discussion en interne, privilégie la discussion à Doha. Puisque c'est Doha qui est dérangeant. Voilà pourquoi moi je pense par rapport à ça. Voilà pourquoi moi je pense par rapport à ça. Qu'il serait judicieux pour tout le monde de se mettre autour d'une même table. Les Rwandais ont su montrer dans cet accord que la guerre est entre Congolais. Voilà pourquoi ils disent, là c'est un conflit entre vous, les Congolais, finissez ces conflits entre vous. Allez-y négocier à Doha. Mais nous, on n'a pas su dire la même chose pour dire, oui, FDLR aussi, c'est un conflit entre Rwandais. Allez-y négocier aussi à Doha ou à un autre Doha 2 pour le Rwanda. Donc ici,
Le pouvoir devrait, moi je suis favorable à la démarche par exemple de l'Église catholique. Mais Maître, on va revenir au dialogue. Et donc sans pouvoir piocher là-bas, mais je vais quand même placer un mot pour rester cohérent, c'est que je suis pour un dialogue d'ensemble. Okay. Rebelles, opposition républicaine, société civile, pouvoir, on se met d'accord. Pourquoi est-ce que Moïse Katumbi n'a-t-il pas le droit de donner un avis sur les revendications du M23? Ça, c'est la question qu'il faudra poser à Moïse Katumbi. Pourquoi est-ce que, je pose les prémices, pourquoi est-ce que Fayoulou n'a pas le droit de discuter sur ce que Corneille Nangaa est en train de réclamer? De quel droit Corneille Nangaa devrait-il avoir, comme il est en train de réclamer, des gouverneurs acquis dans la partie Est? De quel droit? Qui est-il? Pourquoi Moïse Katumbi n'a pas ses droits? Il n'y a que Nangaa qui en a. Pourquoi Nangaa va réclamer le poste de Premier ministre et pas Fayoulou? Voilà pourquoi je veux que soit autour d'une même table où Nangaa est ici, qu'il dise ce qu'il a à dire et Moïse Katumbi va lui poser la question. Monsieur Nangaa, tu réclames donc des gouvernorats dans la partie Est parce que toi tu es plus congolais que nous? Maître, on va revenir à ces dialogues que vous sollicitez ou vous demandez, vous proposez au pouvoir, mais sur terrain, on a vu tout ce qui s'est passé à Uvira aujourd'hui avec la pression des États-Unis d'Amérique. On a vu les communiqués de l'AFC MV3 dit c'est plié, mais avec des conditions. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que les États-Unis d'Amérique peuvent aujourd'hui s'affirmer et demander le retrait total de rebelles de l'armée rwandaise sur notre territoire, et l'armée rwandaise peut directement plier bagage et partir. Je disais tout à l'heure prouvé que les autres ont la facilité d'étudier la psychologie congolaise. Uvira tombe. Vous savez ce qui nous a contenté ici? Un petit discours ambigu de l'ambassadeur américain aux Nations Unies condamnant cette guerre. C'est tout ça. Oh, Omoni, États-Unis, à lobby. C'est un discours ambigu alors que... Omoni, États-Unis, à lobby, mais la terrain à Salimini. Est-ce que Bissot a besoin à Maloba? Mais peut-être qu'on n'a pas signé un accord. On a signé un accord pour les États-Unis. Bisso que ceux qui m'ont à Nyati, vous faites ça. C'est ça qu'on attend. Mais le Congolais s'est contenté de quoi? D'un discours d'un ambassadeur qui est aux Nations Unies, qui dit qu'il y a déjà une résolution des Nations Unies qui condamne. Mais le secrétaire d'État a aussi parlé. Hein. Non mais... Marco Rubio a aussi parlé. Ça a changé quoi? Sur le terrain, on a le communiqué de rebelles. Oui, ce communiqué des rebelles est tombé par après. Et ce communiqué dit quoi? Il y a une pression diplomatique. Ce communiqué dit ceci. Nous, on n'a pas besoin d'une... On n'était pas allé demander à Donald Trump de venir faire la diplomatie avec nos rebelles. On se disait que lui, il est la première puissance mondiale. Il va dire à ces gens, quittez du territoire congolais. Sinon, je m'implique dans cette guerre. C'est ça que nous attendions. Et non une diplomatie de Trump. Aujourd'hui, ils ont demandé au M23 de se retirer. Pression, comme vous glorifiez de ça. La conséquence, c'est quoi? C'est que le M23 se retire, mais pose des conditions. Vous, la RDC, vous ne pouvez pas être là-bas. Ah, vous trouvez ça normal? C'est pour vous dire qu'il y a un problème. Monsieur Washington dit à ces gens que la souveraineté ou l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo ne doit pas être attaquée. Et que vous ne pouvez pas venir, vous Rwandais, parce que ce sont les Rwandais, sur le territoire congolais, et dire que non, voilà, nous nous retirons, mais que cette armée... Messieurs, c'est ton pays à toi. Mais Maître Bob, comment est-ce que les États-Unis peuvent demander aux rebelles de se retirer seulement au Uvira, alors que nous, on a besoin que le Rwandais puisse se retirer sur l'ensemble des territoires occupés? Puisque l'idée de la logique dans la réflexion des États-Unis en demandant ça, c'était d'abord de demander au Rwanda de regagner au M23 de regagner sa position initiale, c'est-à-dire la position qu'elle occupait avant la signature de l'accord. C'est pour ça qu'on leur a demandé de quitter seulement à Uvira. Et on se contente de ça. Vous savez quoi? Pendant qu'à Uvira, ils se retirent à Fizi-Satire, et dans d'autres collectivités aussi, on fait quoi? Il y a des combats à Fizi. Ils se retirent d'Uvira. Ce n'est pas un cessez-le-feu. On se contente de quoi? On a amené nos minerais à Trump pour qu'il demande à des gens de quitter nos territoires. Une seule ville, d'en occuper d'autres comme s'ils en avaient le droit, et de continuer la guerre dans d'autres villes à part Uvira. Maître Bob, on va parler un peu de droit. C'est quand même un problème, monsieur Gaston. Oui, aujourd'hui,
Ils sont en train de se retirer, c'est une bonne chose. Mais sous quelles conditions? Ils n'ont pas le droit de poser de conditions. Ici, les États-Unis, nous attendions, comme c'était le cas en 2011, 2008 ou quelque chose. Quand le Rwandais, avec le même fameux M23, avait été entré à Goma pour la première fois. La conséquence, c'était laquelle? La conséquence, c'était que Barack Obama avait dit à cette époque, avait intimé l'ordre. Et Kagame s'était retiré de Goma. Il s'était retiré. Sans condition. Pourquoi les États-Unis ne peuvent pas faire aussi de même? C'est ça. Est-ce qu'on nous prend encore au sérieux? Quand déjà vous allez dans un pays où Donald Trump sait que toi dans ton pays tu veux changer ta constitution, toi dans ton pays tu veux faire ceci, tu veux faire cela, tu t'attends à quoi? Il sait que tu n'es pas sérieux. Maître, on va parler un peu de droit parlons un peu de cet accord sur le plan de droit. Pour certains, ils estiment que l'accord devrait normalement passer par l'Assemblée nationale pour qu'ils puissent un peu jeter un coup d'œil, chose qui ne s'est pas produite de cette manière-là. Vous pensez aussi que cet accord devait passer à l'Assemblée nationale? Je crois que c'est un peu par ignorance que certains accusent ce fait-là. Par ignorance? Oui. Éclairez la lanterne. Le mal avec le Congolais, c'est que tout le monde est expert. Voilà pourquoi on a vu Ouamé soit internationaliste, Ouamé soit être à la Banque centrale économiste, Ouamé soit lui-même, il est directeur des cabinets, il est politique, donc il est polyvalent. Hein? Il a combien de diplômes? J'aimerais bien savoir. Il est intelligent. Il est polyvalent. Il est intelligent, oui, mais qu'il soit axé sur un secteur économique. Il n'aille pas dans des questions juridiques. Alors, voilà pourquoi. C'est pour dire qu'ici, le mal, c'est qu'au Congo, tout le monde est tout. C'est un peu un esprit quinois. Les gnosologues. Les gnosologues, quoi. Ici, il y a des gens qui s'élèvent, qui lisent à défaut, je veux dire à tort, l'article 213 de la Constitution. Si nous avions l'article 213, nous aurions lu. Mais puisque nous n'avons pas beaucoup de temps, je peux dire en substance ce que dit cet article. Les traités, les traités et accords internationaux qui portent sur des questions sécuritaires, sur des questions des commerces, sur des questions de l'intégration régionale, sur des questions, cet article étaye bien ou cite les points qui doivent faire objet d'une loi, dont la ratification doit passer par une loi. C'est-à-dire passer par l'Assemblée nationale. Parce que le pouvoir législatif, le président de la République n'est pas membre du pouvoir législatif. Il n'a pas la capacité de produire une loi. La loi est produite par le Parlement. Alors ici, dans l'article 213, on dit que ces genres d'accords qui portent sur les commerces, sur les questions sécuritaires, ici nous sommes dans quel accord? Dans un accord avec un volet sécuritaire, dans un accord avec un volet commercial. Donc on est en plein dans les conditions de l'article 213. Est-ce que le président de la République a le droit juridiquement d'aller signer ces accords sans passer par le Parlement? Moi, je crois que selon l'esprit de l'article 213, oui. Et que le président de la République n'a commis aucun péché. Pourquoi? Parce que la loi lui donne la latitude de négociation. On ne va pas demander aux députés d'aller négocier un accord. On ne va pas demander aux députés d'aller signer un accord. C'est le rôle du président de la République de négocier parce qu'il a dans sa tête la politique nationale. Il négocie, il signe, mais par après, il revient vers le Parlement parce que ça doit être ratifié qu'en vertu d'une loi. Ça voudrait dire que cette fois-ci, le Parlement devra étudier ce que le président de la République a signé. De quoi a-t-il été question? Vérifier si cela n'est pas contraire à la Constitution de la République démocratique du Congo ou aux lois du pays. S'ils estiment qu'il n'y a pas de problème, ils ratifient. Sinon, il faudrait revoir certaines choses. Voilà l'importance aussi des accords. On a signé l'accord des principes. On a signé ceci. C'était pour montrer dans quel canal est-ce que nous allions. Et qu'aujourd'hui, cet accord n'est pas encore ratifié. Le président de la République n'a pas ratifié d'accord. C'est-à-dire pour que cet accord entre pleinement en vigueur, c'est que le Parlement congolais doit le ratifier. C'est ce qui va se faire. Le président de la République est censé revenir vers le Parlement. J'ai, en telle période, signé et négocié tel accord.
que vous connaissiez très bien dans mon discours sur l'état de la nation, j'ai dit ça, j'ai dit ça, j'ai dit ça. Et si ça ne se fait pas, donc cet accord, ça sera non, pas mais ça légitime. non, mais cet accord ne peut être ratifié qu'en vertu d'une loi. Et ça doit passer par les parlements. Si ça ne passe pas par les parlements, ce n'est pas légitime. Il n'y a pas eu ratification. À quel moment un accord commence à sortir des effets? À partir de la ratification. J'ai vu sur les fameux accords que Donald Trump essayait d'avoir avec les Ukrainiens, que le président ukrainien avait refusé. Oui. Il l'a obligé à signer. Conséquence, le président ukrainien signe, mais il revient au Parlement. Il dit, bon, le Parlement a refusé de ratifier cet accord. Et l'accord avait été rejeté. Mais chez nous, au Congo, comme on ne sait pas dire non à M. Donald Trump, pour lui répéter que, M. Donald Trump, tu nous avais dit, nous nous étions entendus que c'est minéré contre sécurité. Tant qu'on n'a pas de sécurité, il n'y a pas de minerai. C'est ce qu'on s'était dit. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas encore. Dans les parlements, peut être en droit de refuser ça. Mais on sait tous qu'il y a eu beaucoup de députés nommés. Moi, j'ai été candidat député national. Circonscription des Tchangou. Je connais comment se sont déroulées ces élections. C'était du n'importe quoi. Et ces députés nommés, issus d'une élection de 7 jours, mais vont dire que oui, une élection contraire à la Constitution. Maître, vous êtes quand même, vous êtes avocat, vous ne pouvez pas dire des députés nommés, on va vous demander de preuves. Mais écoutez, moi j'estime qu'ils ont été... Je vous donne ces preuves, puisque on va me les demander, j'anticipe. Je leur donne d'avance. Voici après l'émission, vous allez nous donner. La preuve, c'est que tout ce qui ne respecte pas les dispositions constitutionnelles est anticonstitutionnel et est l'effet d'une fraude. La Constitution dit que les élections se tiennent en un jour et le bureau se ferme à partir des 17h. Tout le monde doit avoir déjà voté. Mais ici, nous sommes à une élection qui a fait 7 jours. Là, vous allez me dire... C'est contre la Constitution. Vous avez volé... vous avez volé vos poils. Et conséquence, ce qui est contre la Constitution, c'est quoi? C'est-à-dire, j'estime qu'il n'y a pas eu d'élection. Vous voulez que je réponde à ça? Non, si vous voulez. C'est pourquoi pas. Non, et donc ici, si on me demandait de donner des preuves que ce sont des députés nommés qui vont dire oui à cet accord les yeux fermés. Oui, moi je garderai de preuves au cas où. Après l'émission, j'ai gardé des preuves. Non, mais c'est que Parce qu'il y a certains députés qui vont venir aussi dans Politis dire, voilà, Maître Bob était passé sur votre plateau, il a dit, on a été nommé, mais il n'a pas de preuves. Moi, j'ai gardé des preuves. Mais c'est lui qui dit qu'il a été élu là. Il a fait combien de voix? Parce que la CENI n'a jamais publié les résultats. Oh, comment ça, Maître Bob? Comment ça, la CENI n'a pas publié? Moi, je ne connais pas combien j'ai fait. On a demandé à la CENI nous a dit combien on a fait. Tous ces députés connaissent avec combien ils ont fait. Vous n'étiez pas sur la liste. J'étais pas sur la liste comment? Des élus. S'il y a 2 personnes qui m'ont voté, je devais savoir j'ai fait combien. Vous n'avez pas de témoins apparemment. Oh papa, c'est pas les témoins qui doivent me donner, d'abord la CENI doit donner ces chiffres. Maître Bob. Il faut qu'on dise que si toi tu dis que tu as été élu, il faut que tu me dises avec combien tu as été élu et pourquoi toi tu as été élu et pas moi. Mais si moi-même je ne sais même pas combien j'ai fait, comment je sais que toi tu as été élu? Ce qui s'est fait n'est pas la première fois, c'est une parenthèse sans sortir du sujet. D'accord, on revient. Il y avait eu des concours de magistrats ici. On a rendu des gens qui sont allés faire les... Savez-vous qu'il y a eu des résultats des magistrats qui ont été retenus, les 5000, mais on n'a jamais connu les résultats. On a juste sorti une liste des 5000 qui ont été retenus. Et ceux qui ont échoué avec combien? On ne sait pas. Quand on va dire que ce sont des magistrats nommés, on va nous demander des preuves. Oui, parce que on va demander des preuves. Ceux qui ont compétit, bon, comment il sait que vous êtes passé et pas lui? Vous avez fait combien? Lui, il a fait combien? Comment vous le savez? Vous voyez, on a répété cette forfaiture de 2022 pour la magistrature. On l'a ramené à 2023, comme qui dirait c'était une politique qui a réussi. Parce que c'est mon droit à moi d'aller à la CENI, dire la CENI, donne-moi la proclamation, tu as proclamé. On dit toujours que le président de la République est élu avec autant de pourcents. Oui. Mais c'est ce qu'on doit faire partout. Maître, on va. Et vous allez me demander des preuves quand même qui sont nommés. On va terminer cette émission avec notre directeur. Vous êtes favorable au dialogue rapidement. Les dialogues vont se faire avec qui? Sur la table de négociation. On peut tout dire, mais tout le monde sait que même Doha ne résoudra pas le problème. Non, ça c'est... Et le seul canal de résolution du problème, c'est un canal inclusif qui va aborder toutes les questions du pays.
Vous voyez, je suis favorable au dialogue, mais pas n'importe quel dialogue. Exactement. Le dialogue, il faut préciser. Le dialogue, je préfère encore un dialogue sous l'égide de l'Église catholique et l'ECC. Mais l'Église catholique, parlons-en, ils n'ont jamais dénoncé l'agression rwandaise. Pourquoi ils se cachent derrière derrière des soutanes? Pourquoi ils se cachent derrière? L'Église a une vocation neutre. Mais d'abord, ce n'est pas... Comment l'Église peut être neutre? Et puis si vous voulez est en train... Si vous voulez être un bon médiateur, hein? Vous ne pouvez pas prendre position clairement. Mais d'abord, même si on est en train de tuer vos enfants, vous serez toujours neutre. On reproche à Donald Trump aujourd'hui de n'avoir pas une position claire contre la Russie. Et lui répond, si je veux continuer à être médiateur et avoir la confiance de la Russie pour mettre les deux ensemble autour d'une même table, je dois jouer mon rôle de médiateur. Un médiateur doit être neutre. Vous pensez qu'aujourd'hui, l'Église catholique fait une déclaration hostile contre le Rwanda, il devait être reçu par les Rwandais? C'est comme ça qu'on va résoudre le problème? Est-ce qu'en dénonçant, est-ce que d'abord dénoncer change quoi? Aujourd'hui, qu'on se le dise. L'Église catholique dénonce que c'est le Rwanda qui est derrière. Et puis ça donne quoi? Ça finit la guerre? Non. Donc ce sont des choses farfelues pour discréditer l'Église. C'est pour ne pas vouloir ces négociations avec l'Église qu'on essaie de diaboliser. Parce que les choses sont simples. L'Église veut jouer un rôle neutre. On ne peut pas résoudre ces conflits sans le Rwanda. Mais comment et voilà pourquoi l'Église est la partie qui a vu tout le monde. On a vu le pouvoir, on a vu l'opposition, on a vu les rebelles. Ils ont proposé on a vu les rebelles, on a vu Kagame, on a vu le président kenyan, on a vu la France. Ils ont vu tout le monde. Les seuls aujourd'hui qui ont la pièce, la clé de ces dialogues, de la résolution de ces conflits, c'est l'Église catholique. Ce n'est pas le président de la République. Non, le président de la République va convoquer. Mais ce n'est pas lui qui va être devant là-bas parce qu'il sera une partie comme les autres. Maître Bob, on a quand même vu cette image à la sortie de l'audience entre les évêques, la Senko et ceci avec le président de la République. Et de l'autre côté, on a vu les images entre le rebelle et la délégation de la Senko et de l'ECC. Beaucoup de Congolais... Non, on cherche à avoir des poux. Ça, ce sont ceux qui disent ça. L'attitude des évêques sont pas. Non, ceux qui disent ça. Ça dérangeait beaucoup de Congolais. Ils ne doivent pas nous mettre dans la boue. Ah. Ils disent ça parce qu'ils ne veulent pas du dialogue de l'Église catholique. En fait, ils veulent du dialogue de l'Église catholique. Mais ils ne sont pas prêts à ça aujourd'hui. Pourquoi ils ne sont pas prêts? Parce que les exigences sont telles que, parmi les uns et les autres, proposer un vice-président, proposer plus de députés. Et ça, ce n'est pas acceptable pour le pouvoir. Qui veut profiter, qui veut profiter de son pouvoir jusqu'au bout. Ce dialogue viendra. Vous avez vu dernièrement le président de la République avec les évêques, tout récemment. Mais écoutez, c'est un dialogue qui s'impose. C'est la seule alternative. Mais comment? C'est la seule solution. Comment et pourquoi la République démocratique du Congo, depuis 1960, va toujours rester dans un cercle infernal avec toujours des dialogues, et on n'arrive pas à trouver une bonne formule pour ne pas retomber dans les erreurs du passé. À la base de tous les conflits en République démocratique du Congo, il y a une mauvaise élection. Interrogez l'histoire. Mauvaise élection égale chaos politique. Avant les élections n'est pas égal après les élections. Remarquez le premier mandat du président Tshisekedi. La rébellion n'était pas comme aujourd'hui. À quel moment la rébellion comment vous pouvez expliquer que quelqu'un qui a organisé les élections, c'est lui l'arbitre, il vous dit que non, c'est le Real de Madrid par exemple qui a gagné la coupe, et le même arbitre demain, il vient vous dire que non, c'était pas le Real, c'était le FC Barcelone. Comment on va prendre cet arbitre? On va dire que cet arbitre a dit ce qu'il a vécu. Oh, Maître Bob. Maître Bob. Mais il dit que est-ce qu'on va le prendre au sérieux? Mais il est moins sérieux. Oui. Mais on ne va pas prendre à la légère ce qu'il dit. Et puis d'abord, c'était il peut quand même donner des leçons. Soit dit, c'était une évidence. Nous savions tous que c'est Martin Fayoulou qui était élu en 2018. Ah, ça, c'est vous qui l'avez dit. Hein. Moi, oui, je l'ai dit. Ah. Puisque moi, j'étais candidat à Lubumbashi. On va vous demander encore des J'étais candidat à Lubumbashi. Ok. J'ai sillonné la ville de Lubumbashi. Vous voyez, la province comme celle du Katanga. Martin Fayoulou a fait 98% des voix. Je rigole pas. La ville de Lubumbashi, c'était rare. Vous trouvez Martin Fayoulou 900, Félix Tshisekedi 20. Je vous dis des choses que j'ai vécues. Moi, en 2018, j'ai voté pour Chadari. Je n'étais pas d'obédience de Martin Fayoulou, j'étais contre Martin Fayoulou. Mais c'était une évidence. Parce que Martin Fayoulou voulait changer les codes miniers. C'était pour lui que je devais voter. Mais quand il avait parlé de changer les codes miniers, connaissant les avantages qu'il y a dans les codes miniers, j'avais changé ma voix. Moi, je ne suis pas un citoyen lambda qui peut voter pour voter.
Je vote selon un programme. Et j'avais estimé que le moindre mal était la continuité à l'époque. Mais je peux vous rassurer que ce qui nous arrive aujourd'hui part d'un chaos électoral. Il y a des gens frustrés. Il y a des gens... Même ici à Kin, faites un sondage, vous êtes journaliste. En 2018, qui était passé? Interrogez la population. Tout le monde sait. Mais là, ça ne fera pas de moi la CID. Gagné ces élections. Ça ne fera pas de moi la CID. Tout le monde le sait. Est-ce qu'il ne le sait pas? Tout le monde le sait. Non, même sur papier. Même sur papier, qu'on se le dise. Martin Fayoulou, c'était pas lui en fait l'individu. Martin Fayoulou ne valait rien. Pourquoi Martin Fayoulou a été voté au Katanga? Pas parce qu'il était populaire. Aujourd'hui, Martin Fayoulou était incapable de faire un grand meeting au Katanga. Il n'est pas populaire là-bas. Mais il a été voté en masse. Pourquoi? Il avait avec lui le soutien de Baba Kyungu, Wakumwanza. Il avait avec lui le soutien de Moïse Katumbi. Quand les deux disent au Katanga, votez tel, est-ce qu'il y a débat? Maintenant, une province comme celle du Katanga, c'est ligue pour voter pour quelqu'un. Avec tous ses leaders. Et vous réclamez une victoire là-bas? Martin Fayoulou avait le soutien à l'équateur de Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui qui est tshisekédiste. Est-ce que vous les voyez encore en 2028? Rapidement. Voir qui ça? Martin Fayoulou en 2028. C'est complexe. Moi, j'estime que Martin Fayoulou ne peut réussir que sur base d'une coalition. D'une coalition? Oui. Il n'a pas encore atteint le niveau de popularité incontestable. Aujourd'hui, Martin Fayoulou ne peut pas faire un plein à Lubumbashi. Donc on peut dire qu'il a... Mais Moïse Katumbi, par exemple, un Moïse Katumbi peut faire un plein au Bandundu, chez lui, chez Martin Fayoulou. Il l'a fait. Donc aujourd'hui, s'il faut parler de popularité, il y a des candidats plus populaires. Même Kamere ici, face à Fayoulou, s'il faut qu'on soit rationnel. Peut-être comme Kamere a été sali dernièrement. Mais Kamere vaut politiquement plus que Martin Fayoulou. Même quand on essaie de dire que Martin Fayoulou va dans tel ou tel autre sens. Mais quelle est la popularité de Martin Fayoulou? Ici à Kin, il n'est pas incontestable. Merci beaucoup, maître. On va si vous permettez que je chute avec l'histoire de dialogue. Oui, chutez. En quelques mots, j'estime, je voudrais que les téléspectateurs qui nous suivent... Vous regardez votre caméra. Je souhaiterais, juste là devant. Je souhaiterais ici, à ce que les téléspectateurs qui nous suivent retiennent de cette discussion d'aujourd'hui le fait que seul le dialogue sous l'égide et la médiation de l'Église catholique peut résoudre ce problème. Et je propose que ces négociations-là soient avec tous les Congolais. Pas seulement cette histoire des Doha, pour qu'on discute avec eux et puis on revient discuter ici. L'Église catholique avait eu le privilège de voir tout le monde. Ramenons tout le monde autour d'une même table. Ces histoires, on a enlevé Chadari, on a condamné Kabila. Ce n'est pas important aujourd'hui. Il ne faut pas accepter d'aller dialoguer à Washington et à Doha avec Kagame, mais refuser de dialoguer avec des Congolais. C'est un problème. Mettons ensemble tous les Congolais. Trouvons une solution pacifique. Ce n'est que comme ça qu'on va arriver à bouter l'ennemi dehors. Vous vous imaginez si on arrive à satisfaire Nanga? On arrive à satisfaire... Je ne dis pas que Nanga a raison. Je ne fais pas l'apologie de la rébellion. Loin de là. Mais je fais ici l'apologie du dialogue intercongolais. Dialogue entre Congolais. Un dialogue franc, comme celui proposé par l'Église catholique. On se met tous ensemble et on dit maintenant à Kagame, toi Kagame, dis-nous encore, nous Congolais, qui est derrière toi? Mais si on est d'accord que Kagame est égal à Corneille Nangaa, pourquoi on va dialoguer? On va dialoguer, on va mettre sur la table Félix Tshisekedi. Non mais à Doha, vous n'avez pas dit ça. À Doha, vous n'avez pas dit que Kagame égale Corneille Nangaa. C'était juste une parenthèse. À Doha, vous avez dit que Kagame met des mesures défensives et que nous, Congolais, on doit discuter avec Nangaa. C'était juste une parenthèse. Oui, mais une parenthèse qui montre qu'il y a une contradiction dans les arguments du pouvoir. Je rentre derrière. Et vous verrez que quand vous demandez à Mouyaya aujourd'hui, pourquoi cet accord, il va vous dire, oui, nous sommes dans l'esprit de la résolution des Nations Unies. Messieurs, si vous aviez la résolution des Nations Unies, qu'est-ce que vous êtes allé faire à Washington? Merci beaucoup, Maître Bournier. C'est ça le mal avec le pouvoir. On vous dit ici, vous voyez, à un moment donné, il ne faut pas diriger par défi. Il ne faut pas diriger en étant pomba. On a dit ici au pouvoir, à un moment, il faut écouter les gens. N'allez pas aller assez. C'est un truc où il y a les Rwandais. C'est un truc où il y a les Nulotis qui ne nous aiment pas. On va organiser une émission. Ça sera une erreur. On va organiser les messieurs du pouvoir disent, on sait ce que nous savons ce que nous faisons. Vous n'allez rien nous montrer. Ils sont allés. Et conséquence, après, qu'est-ce qui s'est passé? L'EAC s'est retourné contre nous. On est retourné vers la SADC. Chose qu'on disait depuis le début. Le pouvoir n'a pas compris.
Mesdames À la fin, ils nous ont donné raison. En un mot, j'ai fini. Oui. En un mot, j'ai fini. Et à la fin, ils nous ont donné raison. Et il y a cette histoire de Washington. On a crié dans les médias ici. Accord Rwanda, ils ont bien été. Accord Rwanda, ils ont malamouté. On ne nous a pas écoutés. Nos savants. Maintenant, à la fin, oh, vous ne condamnez pas le Rwanda. Messieurs, on vous a dit que c'était pas bon. Mais Maître Bob, j'ai une dernière question à vous poser. J'ai une question ici pour vous. Prenez la question. Maître Bob, est-ce que vous pouvez quand même condamner le Rwanda? Mais ça j'ai pas besoin de réfléchir. Oui. Le Rwanda condamne mon pays, est en train de tuer des concitoyens. Moi, je ne suis pas de l'avis de ceux qui ont peur de condamner le Rwanda. Merci beaucoup. Aujourd'hui, le Rwanda est en train de tuer mes frères congolais. Le Rwanda est en train de mettre à genoux mon pays. Oui. Je ne suis pas content quand je vois l'armée de mon pays, la République démocratique du Congo, s'agenouiller face au Rwanda. Ça ne me plaît pas. Moi, je ne peux pas être dans une position favorable au Rwanda. Jamais de la vie. Au contraire, Merci je beaucoup. suis un Congolais sérieux. Et c'est pour moi ici l'occasion, Oui. par votre question, d'appeler toute la jeunesse de s'unir pour faire front contre les rebelles. Vous voyez à l'est où se passe la guerre, Oui. les Rwandais entrent. Je vois certains jeunes acclamer. Messieurs les jeunes, vous êtes maudits. Ils sont maudits. Ici, Ça c'est... Oui, ils sont maudits. Ces jeunes-là sont maudits. ces jeunes qui acclament les M23 Oui, ils sont sont maudits. Je vais vous rappeler une histoire. Oui, oui. Il faut les maudire. Les mêmes Rwandais avec venaient vers Kinshasa. Ils arrivent à Massina. L'armée en déroute. Ce sont les jeunes citoyens congolais, civils, qui ont tenu échec aux Rwandais d'entrer dans la ville de Kinshasa. Merci. Et vous savez, en échange, M. Laurent Désiré Kabila ira construire les marchés des libertés que vous voyez là-bas. C'était en récompense. On s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour ces jeunes? Et ces jeunes, dans la partie Est, vous les jeunes qui êtes à Goma, Maître Bob, si vous vous levez beaucoup. et vous dites non Remettez-moi aux ma rebelles question. qui sont là-bas, Oui. que voulez-vous? Ils vont continuer? Non. Maître Bob, le mission est terminé, mais on va se mettre d'accord sur un principe. Je violerai mon cahier des charges si je passe pas la parole derrière. On est en train d'échiter. Il y a une question directe et réponse directe. Ah, très bien. Question directe et réponse directe. Rapidement, la première question directe. C'est Jérémy Ayomi. Maître Bob, j'aimerais savoir, nous avons vu la réaction du président de la République lors de la signature de l'accord de paix à Washington. Mais non, le président avait la capacité de ne pas signer. Il avait ce plein pouvoir. Il pouvait faire comme le Rwanda, boycotter à chaque fois qu'il y avait une signature. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Bon, je résume sa question rapidement. Une question directe. Pourquoi le président ne pouvait pas s'y rendre là-bas? Il pouvait aussi ne pas s'y rendre là-bas. C'était aller trop loin. C'est qu'au départ, nous, Congolais, nous réclamions la signature de cet accord. Nous disions que c'est les Rwandais qui fouillaient la signature de cet accord. Nous exigions et nous répétions au pouvoir de devoir signer cet accord. Alors, si les derniers jours, c'est nous qui nous absentions, nous allions être vus comme les Rwandais avaient été vus en Angola. Merci. Et vu qu'il s'agit des États-Unis d'Amérique, c'est pas n'importe quel pays. Quand vous faites une aventure comme ça avec ce pays-là, vous risquez de le payer cash. Merci beaucoup. Voilà pourquoi, à ce stade-là, le président de la République ne pouvait plus reculer. Il pouvait reculer peut-être quelques jours ou quelques semaines avant. Oui. Et en ce moment-là, on ne venait que pour... Il y avait déjà une première signature par les ministres des Affaires étrangères. Le 27 juin. Et il n'y avait plus moyen de faire marche arrière. La deuxième question directe. Rapidement. Maître Bob, c'est Vanilla Dina. Ma question est de savoir quels sont les intérêts politiques et économiques qui influencent le processus d'accord entre les Rwandais et la RDC. Je n'ai pas bien compris. Vous pouvez répéter? Je disais, quels sont les intérêts politiques et économiques qui influencent les processus entre la RDC et le Rwanda? Oui, mais c'est clair. C'est que l'intérêt, dans ce cas, d'abord pour nous, les Congolais, derrière tout ce qui se passait, était sécuritaire et sécuritaire. Nous avons besoin de la sécurité. En parlant de nous d'abord, nous sommes entrés dans cet accord avec tout ce que nous avons pu donner pour avoir en échange la sécurité. L'Amérique, en diplomatie, en relations internationales, il n'y a pas d'amis. Il n'y a que des intérêts. Que des intérêts. Merci beaucoup. Les Américains ne nous aiment pas. Ils ne peuvent pas venir chez nous parce que nous sommes Ils n'ont beaux, que des intérêts. parce que nous sommes forts. Ils viennent pour avoir les intérêts. Les intérêts, c'est quoi? Ils ont besoin des terres rares. Ici, chez nous, la Chine, il y a une guerre des terres rares dans le monde.
d'ici là, ces terres deviennent une mine d'or. Et pour ça, la République démocratique du Congo se place comme étant un acteur stratégique dans ça. Vous avez vu Donald Trump aller chercher la même chose en Ukraine parce que ça s'est fait rare. Donc pour l'Amérique, l'intérêt était purement économique. Ils n'ont que faire de ce qui se passe chez nous. Dès lors qu'ils viennent, ils font une médiation et ils obtiennent des minéraux, ils gagnent des milliards. C'est ça leur intérêt. Et ils évoluent comme ça, ils peuvent confronter ou se rivaliser avec la Chine en termes de terres rares. C'est ça le plus important pour eux. Le reste là, ce n'est pas leur problème. En ce qui concerne le Rwanda n'a pas eu d'autre choix. Puisqu'ici, le Rwanda d'abord voulait redorer son image sur le plan international. Le Rwanda qui a vendu son image comme étant un pays modèle, un pays de fausseté. Pendant qu'ils s'enrichissent avec l'argent de notre pays, du pillage du sang des Congolais. Alors le Rwanda, sous pression des Nations Unies, sous pression des Américains, n'avait pas d'autre choix que de venir négocier. Mais le Rwanda avait aussi un intérêt économique dans ça. Parce que cet accord dit qu'il y aura une zone d'intégration régionale. C'est que, quand j'ai dit tout à l'heure que nous étions le perdant de cet accord, c'est parce qu'en réalité, même les pays voisins là, vont profiter de nos minerais. Le Rwanda aura des raffineries pour raffiner les minerais qui viennent d'où? De chez nous. Et ça va donner de l'emploi chez eux. Ça va donner de la main-d'œuvre. Ça ne veut pas dire que nous, on n'aura rien dedans. Merci. On aura une dividende qui va en ressortir. Mais en fait, et les pays de la sous-région, ils se frottent tous les mains parce qu'ils savent que dans ça, ils vont bénéficier d'une richesse qui n'est pas la leur. Merci beaucoup. Et c'est au risque et péril des Congolais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Bob. J'ai une question. Bon, une question directe, rapidement. Voilà. Je suis Joël Mabaya. Oui. Maître Bob, qu'est-ce qui vous fait croire que les dialogues internes que vous venez d'évoquer va apporter des résolutions concrètes face aux réalités actuelles de notre pays? Très bonne question. Réponse directe, Maître Bob. Comme les autres d'ailleurs. Oui, réponse directe, Maître Bob. Cette question trouve sa réponse dans une réponse que m'avait donnée mon professeur à l'université des droits constitutionnels. Il s'appelle Banzama Lale. C'est un professeur que j'aime bien citer parce qu'il est intelligent. Il disait que le Congo est un pays de consensus. Consensus veut dire négociation, dialogue. Pourquoi? Chaque pays a son histoire. Si vous allez dans un autre pays, la réalité de ce pays ne peut pas être la même chez nous. Nous avons plus de 450 ethnies. Nous avons des réalités que d'autres pays n'ont pas. Voilà pourquoi même pour sortir un gouvernement, on tient compte de l'équilibre, la géopolitique. Les autres à gauche doivent se retrouver pour qu'il n'y ait pas cassure. Nous observons depuis 1960 à ces jours, tous les conflits de la République démocratique du Congo ont été résolus par voie du dialogue. Tous ceux qui ont voulu aller à l'encontre du dialogue, qui ne l'ont pas accepté, ont mal fini. Je vais vous citer ici Mobutu. On lui a dit négocie, il ne voulait pas. Au moment où il a voulu négocier, on lui a dit, monsieur, tu n'es plus en position de force, tu n'as plus les Katanga, quitte le pouvoir. Merci. Et il a fini par quitter le pouvoir. Merci. Donc, pour répondre à votre question, comme par le passé, le dialogue a toujours été une solution à tous nos problèmes puisque nous sommes un pays de consensus. C'est ça notre histoire, c'est ça notre identité. Et l'histoire a démontré que tous les conflits graves, ce pays était morcelé en 4 en 2001. On ne pouvait pas, c'était déjà la balkanisation. Vous savez ce qui a résolu le problème? Le dialogue. Ce pays n'avait plus de constitution. Vous savez ce qui nous a donné la constitution? Le dialogue. Ce semblant d'équilibre qu'on voit aujourd'hui a été l'œuvre du dialogue. On ne peut pas se passer du dialogue en République démocratique du Congo. C'est ça notre histoire. Merci beaucoup, Maître Bob. La dernière partie. Il reste une dernière question. Au cours de l'état. Non. Il risque d'être frustré. Non, il sera pas frustré. Il a des lunettes comme moi, comme Dina aussi. Non, il ne sera pas frustré comme Corley Nana. Il ne sera pas frustré comme Corley Nana. Maître Bob, vous pouvez vous rassurer. Il va créer une rébellion. Non, il ne va pas créer la rébellion à politique. Alors, on prend la dernière partie de l'émission consacrée au carton rouge. Vous en avez 3. Rapidement. Autrefois, c'était 5. Oui, aujourd'hui, c'est 3. Bon, les cartons rouges, le tout premier des cartons rouges, oui, je le donne à la ministre des Affaires étrangères. Oh, comment ça, Maître Bob? Puisque nous l'avions tous loué quand nous pensions que c'était bien. Mais lorsqu'on a vu que c'est mal, qu'elle accepte aussi qu'on la condamne.
Elle s'était fait une bonne réputation, mais elle n'a pas signé un bon accord. Ce n'est pas toujours de sa faute à elle seule, puisqu'il y avait une politique nationale, mais je crois que de ce point de vue, cet accord ne nous a pas aidés. On l'avait acclamé quand elle nous avait obtenu la résolution. Elle pouvait se limiter à ça. Mais aujourd'hui, tout le monde convient que cette dame n'a pas été très efficace dans le cadre de cet accord. C'est pas tout le monde. Deuxième carton rouge. Le deuxième carton rouge, je le refais à une personne à qui j'avais déjà fait ce carton rouge au départ. Firmin Vondé. Pourquoi Firmin Vondé? Le procureur général. Le procureur de la Cour de cassation. Oui. Lui nous avait montré ici qu'il était ferme dans les cadres des détournements. Il a condamné Moutamba. Le dossier Constant Moutamba. Il a condamné Moutamba oui. et quelques-uns et quelques autres pour nous montrer qu'il était ferme, que la justice commençait à faire son travail. Mais après ça, où est-il passé? Il n'y a plus de détournement dans ce pays? Il a disparu. Où est-il? On ne le sent plus. Tous ces ministres qui vous font tout et n'importe quoi. Où sont-ils? Tous ces bâtiments qu'on voit être construits dans cette ville, en cascade, sans vérifier. Monsieur, tu es entré ministre, il y a 6 mois, tu étais pauvre. 6 mois après, tu as des bâtiments partout. Peut-être que les derniers détournés, c'était Constant Moutamba. Bon, mais selon son entendement, voilà pourquoi on lui fait un carton rouge. Troisième carton, puisque les derniers. M. Firmin Vondé, c'est un appel à M. Firmin Vondé de devoir ouvrir l'œil. Tous ces blanchiments, cet enrichissement illégal, il y en a maintenant beaucoup. Regardez combien de bâtiments poussent dans cette ville. Cet argent vient d'où? Des gens qui, il y a une année, étaient locataires. D'accord. Où est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont un salaire de 20 000 $. Où est Firmin Vondé pendant ces temps? Il ne savait que combattre Constant Moutamba. Et c'est ça le problème. Les derniers cartons rouges. Et les derniers cartons rouges, oui, les derniers. Les derniers cartons rouges, ça sera à quelqu'un de... qui fait un peu plus actualité. Maître Bob, attention avec vos cartons rouges. Non, je vous intimide. Vous m'avez fait changer d'avis. Non, non. Carton rouge au gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Daniel Boumba. Lui, en tout cas... Là, à la maison, peut-être les gens attendaient. Si l'incompétence avait un nom, oui. On l'aurait appelé Boumba. Oh, Maître Bob. Si l'incompétence avait un nom, ça serait Boumba. Oh, si l'incompétence avait un nom, ça s'appellerait Boumba. Si le président de la République dit que Boumba ne travaille pas bien, qui suis-je pour dire le contraire? C'est ça le dernier carton rouge. Qui suis-je pour dire le contraire? Daniel Boumba, c'est un monsieur qui fait la honte de l'UDPS. Je me demande comment il se retrouve encore là-bas. Pas de termes forts, Maître Bob. Non mais, j'assume ces propos. Je vous dédouane de ces propos. Merci beaucoup. Je vous dédouane parce que vous n'êtes ni de près ni de loin concernés par ça. Merci beaucoup. Daniel Boumba fait la honte de l'UDPS. Pas parce qu'il est moche, mais parce qu'il travaille mal. Voilà, parce qu'ici, à l'UDPS, oui. On voulait un exemple. On a dit, on a vanté, mais regardez la ville de Kinshasa. On ne le dit pas parce qu'on déteste Boumba. Entre nous soit dit. L'insalubrité, c'est tout un problème. Il manque de politique. À l'avenir, un jour, si on organisait une émission sur l'insalubrité à Kin, j'ai des petites idées à donner. Ce n'est pas comme ça. Si on avait un peu plus de temps, j'aurais, même en quelques minutes, développé quelques petites idées en rapport avec ça. Et donc, carton rouge à Daniel Boumba. Messieurs les députés, aidez-nous à nous enlever ces messieurs. Il ne faut pas aller dans des mots grossiers, mais ces messieurs ne méritent pas d'être à sa place. C'était aussi votre dernier mot. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs de Bravo Télévision et des politistes, de nous avoir suivis. Cette émission touche à sa fin et si Jésus ne revient pas, on va se retrouver la semaine prochaine avec un autre invité et d'autres questions de l'actualité. Pourquoi pas ne pas revenir aussi avec Maître Bob pour parler cette fois-ci de l'insalubrité ici dans la ville-province de Kinshasa. Vous le savez, le président de la République a dénoncé la mégestion qui caractérise la ville-province de Kinshasa. Allez, au revoir.